Mesdames, Messieurs, bonjour, bienvenue dans cette édition. 24 octobre, journée mondiale de la poliomyélite. En 1990, 350 000 personnes étaient touchées par la maladie dans le monde. Les campagnes de vaccination ont permis aujourd'hui de faire reculer sensiblement le fléau. Les producteurs ont besoin des faveurs du climat pour une bonne récolte. Les changements climatiques ne favorisent toujours pas les choses et les agriculteurs s'en plaignent. Que faire face à cette situation? On en parle. Végétation massacrée, sol détruit, c'est tout simplement le résultat de l'exploitation anarchique de sable. Les carrières de sable sont souvent exploitées au mépris de la réglementation en vigueur et de la préservation de l'environnement. Ça fait plus d'un quart de siècle maintenant que le 24 octobre est décrété Journée mondiale de lutte contre la poliomyélite. Elle est une initiative du Rotary International et ses partenaires comme l'OMS et l'UNICEF, mais aussi des gouvernements de par le monde. Même si l'incidence de cette maladie a été sensiblement réduite, il reste encore des efforts à faire pour son éradication. Suivez cet élément de François d'Assise Amansiouan et Evra Anani. Provoquée par le poliovirus, la poliomyélite est une maladie extrêmement contagieuse. Elle s'attaque au système nerveux et entraîne très rapidement des paralysies irréversibles. Cette pathologie touche principalement les enfants moins de 5 ans. Il n'existe pas de traitement pour soigner la poliomyélite. En revanche, un vaccin dont l'efficacité a été prouvée permet de l'éviter. C'est le fruit des travaux de recherche du Dr Jonas Salk. Grâce à un programme mondial de vaccination, le nombre de cas de poliomyélite a chuté de plus de 99% selon l'Organisation mondiale de la santé ces 30 dernières années. Malheureusement, le mal demeure endémique dans 3 pays, le Pakistan, l'Afghanistan et le Nigeria. Confrontés à des difficultés sécuritaires et d'assainissement, ces 3 zones du globe n'ont pas pu bénéficier encore d'une large campagne de vaccination efficace. Même si l'inquiétude concernant un retour de la maladie est bien présente, l'éradication totale est sans doute possible. La vaccination reste le seul moyen de prévention et la seule façon d'éliminer la poliomyélite. Le Bénin, depuis plus de 2 décennies, mène une lutte farouche contre ce mal. Le ministère de la Santé, avec le concours des organismes internationaux, lance régulièrement de vastes campagnes de vaccination dans l'ensemble du pays. Le dernier cas d'enfant paralysé par le virus a été enregistré depuis le 19 avril 2009. Il a donc été certifié pays libéré de la poliomyélite depuis le 15 juin 2015, conformément aux recommandations de l'OMS. Une annonce faite par la Commission régionale de certification pour l'éradication de la poliomyélite en Afrique à la faveur de sa 13e réunion tenue à Abidjan au cours de la même année. De la santé, on passe à l'agriculture. Pour une agriculture prospère, on a forcément besoin des faveurs du climat. Malheureusement, le climat n'accompagne pas toujours et les cultures en ressentent les impacts. Comment se manifestent les dérèglements climatiques? Quels sont les impacts sur l'agriculture et comment les agriculteurs vivent-ils cette situation? Élément de réponse dans ce reportage de Joseph Bonke-Dotou et Louis Koudouba. L'agriculture et le climat sont 2 concepts indissociables. Alors que l'un dépend inévitablement de l'autre, il est à remarquer que ces dernières années, le climat a subi de profonds dérèglements. Un phénomène qui a sans aucun doute des répercussions sur l'agriculture. Pour faire une agriculture, vous avez besoin de 2 éléments fondamentaux, à savoir le climat et les sols. Alors que le climat intervient même sur la fertilité des sols. Il n'y a pas d'agriculture sans maîtrise du climat. Maîtriser le climat, c'est donc le défi à relever aujourd'hui. Selon les indicateurs, la pluviométrie tourne autour de 1200 ml d'eau par an dans la région méridionale du Bénin et de 1000 à 1100 dans le septentrion. L'allongement des séquences sèches au cœur des saisons pluvieuses, c'est-à-dire que la pluie commence
À des moments donnés, on estime, en tout cas, on s'attend à ce qu'il pleuve un peu et on n'a pas de la pluie pendant une longue période. On a le raccourcissement des saisons pluvieuses. À des moments donnés, on s'attend peut-être à 60 jours de pluie, mais vous arrivez à enregistrer peut-être 20 jours ou même 15 jours. On assiste aujourd'hui aussi à la concentration des hauteurs pluviométriques sur une courte durée, ce qui crée généralement les inondations. Vous allez voir des changements au niveau de la température. Il y aura l'émergence des espèces de bioagresseurs envahissants et cela va négativement impacter la productivité agricole. Des dégâts qui deviennent de plus en plus énormes, notamment la baisse des rendements. Les agriculteurs souffrent le martyre. Les agriculteurs qui attendaient les premières pluies pour mi-mars, qui ont déjà fait le labour, ont semé et attendent que les premières pluies tombent pour que la germination commence, pour que la plante puisse commencer par se développer, n'ont pas ces pluies-là. Ces graines-là pourrissent et le rendement escompté n'est pas au niveau. Vous perdez votre production au finish. Des fois, il n'y a pas de rendement, il n'y a pas de revenus, c'est la famine et les gens y quittent. Face à l'urgence, il est important, voire indispensable, de trouver des mesures palliatives. Nous avons par exemple les semences. Il faut acheter des semences ou bien mettre des semences assez courtes. Vous voyez, il faut mettre des haies pour ceinturer nos exploitations. Il faut faire des sillons en parallèle par rapport aux champs. Des mesures d'atténuation et des stratégies susceptibles de réduire de façon significative les affres des dérèglements climatiques sur la production agricole. En Afrique, la population ne cesse de croître. Au même moment, la productivité agricole diminue et c'est l'exode rural qui s'installe. Pour contrer cette situation, les jeunes agriculteurs apparaissent comme la solution pour mettre un terme à la faim et à la pauvreté en Afrique. Mais ils doivent faire face à de nombreux défis. Douis Arossouré, agronome, nous parle de ces défis au micro de Edwige Agossou et Ulvaïs Balogun. La jeunesse constitue la relève de tout secteur. Et puis si les jeunes s'intéressent à l'agriculture, je crois que c'est une chance pour le Bénin. Puis le pays doit, et puis toute la jeunesse d'abord, doivent se rassurer que notre agriculture aura une relève de qualité. Parce que notre agriculture, comme vous le constatez, est en train de se développer. Je suis d'accord avec le boom qu'on constate avec la production cotonnière, la production des céréales, notamment le maïs et autres. Mais les jeunes ont trois problèmes fondamentaux. Le premier problème, c'est l'accès à la formation de qualité. Toute la formation que nous recevons dans les lycées, collèges et universités agricoles, c'est vrai, sont orientées vers l'auto-emploi, mais je le dis toujours, ce sont des mécaniciens qui forment des mécaniciens, c'est des entrepreneurs qui pourront former des entrepreneurs agricoles. Donc on ne peut pas demander à un enseignant ou un enseignant-chercheur de former un entrepreneur agricole, c'est un peu utopique. Alors le second grand problème, c'est l'accès au foncier. Vous voyez, les jeunes n'ont pas accès à la terre. Au Bénin, c'est vraiment compliqué, surtout dans la partie méridionale. Et le troisième problème, c'est l'accès au financement. Pour même accéder à ce financement, la garantie que les gens demandent est une garantie foncière. Donc il faut disposer d'une terre. Le jeune a des difficultés d'accès à la terre. Comment voulez-vous qu'il ait la garantie foncière? C'est presque impossible. Le taux d'intérêt que pratiquent les institutions de microfinance de la place varie entre 15 et 24%. Donc aucun jeune ne pourra s'en sortir avec ce taux d'intérêt qu'on constate au niveau des IMF. Donc du coup, lorsqu'on n'arrive pas à relever donc, ce défi lié au foncier, au financement et puis à une formation de qualité, on ne pourra pas sentir tout l'effort que la jeunesse fournit aujourd'hui dans ce secteur qu'est l'agriculture. Vous voyez, récemment, le gouvernement a mis en place un fonds national pour le développement de l'agriculture. Je pense qu'on peut, dans ce fonds-là, trouver un fonds spécifique pour la jeunesse et pour l'entrepreneuriat agricole des jeunes. Si on le fait et on définit une stratégie nationale d'insertion des jeunes dans l'agriculture, je crois qu'avec un statut de jeune agriculteur, le jeune sait ce à quoi il a droit et ce à quoi il est confronté. Je crois que ça lui permettrait de mieux s'investir et puis se maintenir dans l'activité. L'exploitation des carrières de sable, une activité qui cause assez de désagréments à l'environnement. Les populations de Djekbota dans l'arrondissement de Godomé subissent au quotidien les conséquences issues de l'exploitation de sable qui se fait dans la zone. Une situation qu'elle dénonce dans ce reportage de Yvon Rodonou présenté par Ulvaïs Balogun.
Plus un seul jour ne passe sans que les populations de Djekota, dans l'arrondissement de Godomé, ne crient leur ras-le-bol. Elles subissent au quotidien les nuisances causées par l'installation et l'exploitation des carrières de sable. Une activité qui a vu le jour il y a quelques années après l'interdiction de la commercialisation du sable marin. L'État a pris l'option d'encourager que des investisseurs économiques s'engagent dans cette voie-là après l'interdiction du prélèvement du sable marin. Et donc l'État a mis en place des mesures incitatives. C'est ainsi que mon épouse et moi nous sommes lancés dans ce business-là qui au fil du temps s'est révélé très complexe. Bien que le sable soit utile aux populations dans leurs différents besoins en construction, le dragage n'est pas sans conséquences sur l'environnement. L'État est très regardant de l'impact que cette activité pourrait avoir sur l'environnement. Et il y a un plan qui est défini, auquel souscrit l'investisseur. Par exemple, notre activité consiste à prélever du sable et donc à créer des plans d'eau. Et cela a forcément une influence sur l'équilibre du milieu. Et nous sommes contraints de faire de la réparation au moment où nous devons nous en aller. La gestion des zones humides est une gestion délicate parce que les zones humides constituent des écosystèmes fragiles. Il y a des endroits où vous avez la faune, vous avez la flore, vous avez l'eau. Ces endroits-là nécessitent beaucoup d'attention. Lorsque, dans l'exercice de leur métier, les promoteurs ne respectent pas le contenu du plan de gestion environnementale et sociale de leur projet, cela perturbe fortement le fonctionnement de l'écosystème. Vous savez, il y a des endroits où les gens ont eu à exploiter ces carrières-là et sans restaurer les sites, ils sont partis. C'est des dégâts que l'on porte à l'environnement. Les populations, quant à elles, demandent un regard bienveillant des autorités à divers niveaux. Mieux, elles plaident pour un bon civisme de la part des exploitants de carrières. Nous avons trop de difficultés, surtout au niveau de nos voies. Les promoteurs en font un peu, mais il va falloir que l'État même regarde un peu dedans. La seule chose qui nous dérange dans cette situation est qu'il y a trop de sable sur la voie, ce qui rend la tâche difficile aux usagers et surtout aux enfants. Nous exhortons les autorités et les promoteurs des carrières à nous réparer la voie. Si le sable extrait de ces carrières est indispensable en tant que matériau de construction, la régulation de ce secteur est importante pour assurer sa survie et permettre aux populations ainsi qu'aux exploitants d'en bénéficier. En Gambie, le gouvernement compte donner accès à l'électricité à 30% des populations rurales d'ici 2030. Pour atteindre cet objectif, le gouvernement compte s'appuyer sur les solutions d'électrification hors réseau telles que les installations domestiques et les mini-réseaux. La mise en œuvre de ce plan se fera dans le cadre du projet régional d'électrification hors réseau dont l'objectif est d'accompagner 19 pays d'Afrique de l'Ouest et du Sahel dans l'accélération de leur accès à l'électricité grâce aux solutions off-grid. Ce sera tout pour cette édition. Merci de l'avoir suivi.